Voilà, professeur, bon, nous avançons. On va arriver à votre dernière tribune, c'est la dernière en date, qui est parue ce mois-ci, il y a à peine quelques jours, qui portait en fait aujourd'hui sur les questions liées à la baisse des recettes pétrolières. J'aimerais rapidement que vous nous donniez un aperçu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en quoi cela consiste-t-il quand nous entendons parler que Standard & Poor's a baissé la note du Congo, par exemple, parce qu'elle estime que le Congo a perdu 50% de ses recettes pétrolières et qu'aujourd'hui, le gouvernement, au mois de décembre, a aussi revu en fait le budget national. C'est comment peut-on l'interpréter pour le Congo, le Congolais lambda, par exemple? Alors, le Congolais lambda qui entend tout ça, en fait. Qui entend tout ça, oui. Et qui comprend que son pays vit essentiellement du pétrole, que la richesse du pays c'est le pétrole, que le budget du pays, le budget de l'État, repose sur le pétrole. Pour notre pays, le prix du pétrole qui était en juin à peu près 118 dollars le baril, oui. Bon, nous sommes en février, c'est dans les environs de 48 dollars aujourd'hui. Donc on voit bien que ça a baissé de façon dramatique. Et notre budget qui est axé essentiellement sur le pétrole, le budget de l'État, eh bien, on subit un coup. Donc, pour le Congolais lambda, il sait qu'il y a un problème. Il sait qu'il y a un problème, mais comment s'en sortir, il ne sait pas. Et même souvent, nos autorités eux-mêmes aussi se posent le problème, puisque le budget a été fait à partir de 70 dollars oui. le baril. Oui. Bon, aujourd'hui, nous sommes dans les 48, selon les jours, les les jours, heures, etc. Bon, on la est dans bourse. une moyenne Oui. de 48. Bon, donc il y a un manque à gagner entre 70 et 48. Il y a quand même un manque à gagner assez important. Le gouvernement, depuis quelques années, nous dit, ben voilà, nous avons mis de l'argent de côté pour servir aux générations futures. Aujourd'hui, on se retrouve quasiment 10 ans après ce boom pétrolier que le pays a connu, dans une situation où le déficit devient tellement important qu'il faut aller chercher l'argent quelque part. Est-ce que l'argent qui a été présenté, souvent les excédents budgétaires du Congo, aujourd'hui ne peut pas servir à combler en fait ce déficit? Les excédents budgétaires, évidemment, lorsqu'ils existent et lorsqu'ils sont correctement gérés, et je pense que nos autorités... Lorsqu'ils existent, ça veut dire quoi exactement, professeur? Parce que ça peut être des écritures comptables. Il faut craindre que ça soit que des simples écritures comptables. Bon. Je ne pense pas que ce soit des simples écritures comptables. On peut le craindre. On peut le craindre. Bon, mais ces excédents, les autorités nous ont dit, donc c'est écrit noir sur blanc, que ça servait donc à faire un fonds souverain. Ce fonds qui devait donc servir au financement donc de l'économie des générations futures. Oui. Bon. Ce fonds a été créé depuis un certain moment. Et si vous permettez, il est de combien ce fonds aujourd'hui? Ce fonds, justement, personne ne sait le montant exact. Bon, mais il existe. Il existe. Oui. Bien. Puisqu'il y a une banque qui a été créée depuis 2013 qui devait donc fructifier donc, ce fonds. Bon, ça c'est le premier élément. Un deuxième élément, c'est que ces excédents aussi, d'après ce que nous disaient les autorités, ce qui est écrit, servait aussi à la diversification de l'économie. On voit qu'aujourd'hui, l'économie n'est pas diversifiée. Donc, si l'économie n'est pas diversifiée et que ce fonds le fonds souverain n'est pas encore utilisé, alors la crise aujourd'hui n'a pas encore atteint des proportions dramatiques. Donc, le pays nos autorités peuvent se servir de ces excédents pour combler ce déficit. Donc, ça, c'est à court terme. Oui. Et si et seulement si la crise, la chute donc de prix du baril de pétrole autour de 40 parce qu'on craint même d'aller à 20 dollars. Alors, si ça continue, à moyen terme, si ça continue, alors ça va poser un problème grave donc pour notre économie, parce que même les excédents ne pourront pas suffire pour combler ce déficit. Donc ça pose en fait un véritable problème de la gestion budgétaire de l'État.
Et vous voyez donc toute cette gestion budgétaire, depuis donc la municipalisation accélérée, donc l'argent qui sort, qui va, qui est perdu dans la nature, l'argent qui sort, et les excédents budgétaires qui sont dégagés, bon, que nous espérons sont quelque part dans un compte, et que les parlementaires font leur travail. Les représentants du peuple donc, devraient donc savoir aujourd'hui ce que sont réellement ces excédents. Aujourd'hui. Et où sont-ils déjà? Où sont-ils déjà? Est-ce qu'ils sont dans un compte quelque part? Est-ce qu'ils sont placés à l'étranger, toujours au bénéfice du Congo? Est-ce qu'ils dorment dans les caisses du Trésor? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas ces informations. Mais ce que l'on sait, c'est que ces excédents ont été dégagés. Plus de 200 000, dit-on, il y a de francs CFA. Bon, mais d'année en année, cet argent a été plus ou moins utilisé pour aider donc le pays à se réorganiser. Nous pensons qu'il reste encore quelque chose qui permettrait donc à court terme... en bon père de famille, disons. Nous parlons en bon père de famille, c'est-à-dire bon, en chercheur donc prudent, ok, oui. Qui n'a pas l'information, et comme il n'a pas toute l'information, alors il ne va pas construire un discours sur quelque chose dont il n'a pas les données. On vous sent quand même sceptique, professeur Okamba, quand même. C'est-à-dire qu'en vous lisant et en vous écoutant aujourd'hui, on se dit, vous n'êtes pas vraiment convaincu de la pertinence, en fait, que ces excédents pourront nous sortir de la crise d'une manière concrète si cette crise perdure et qu'on subisse comme ça cette perte de recettes. Si la crise perdure, nous serons dans la situation de 1984, c'est-à-dire dans le plan quinquennal. Vous savez, en 1982-86, le Congo s'était engagé dans un plan quinquennal de très grande ampleur. Bon, ce plan quinquennal reposait essentiellement sur le pétrole. Et quand le cours du pétrole a baissé, de la deuxième année, donc en 84, eh bien, la baisse a été tellement brutale et profonde qu'au final, le plan quinquennal, à partir de 1984, n'existait quasiment plus. 2 ans après, donc c'était l'austérité. Ensuite, c'était le plan d'ajustement structurel, oui, et qui nous ont conduit progressivement vers la conférence nationale et puis le changement des institutions. Et l'issue fatale, ben, c'était donc la guerre de 97. Donc, ce sont des choses extrêmement graves dont on ne peut pas prendre à la légère. Bon, cette fois, en 84, il n'y avait pas des excédents, on ne parlait pas des excédents budgétaires, mais cette fois-ci, les autorités nous disent qu'ils ont des excédents budgétaires. Donc, les excédents budgétaires vont dans un premier temps éponger le déficit, et puis à moyen terme, eh bien, il faudra que le Congo s'engage sur le marché financier, qu'il aille voir ses partenaires et puis négocier ce qui est négociable sur le plan financier. Une question simple, politique. Êtes-vous pour ou contre le changement de la Constitution? Est-ce qu'on est pour ou contre la Constitution? Là n'est pas la question. C'est le schéma qu'on nous propose au Congo. Le problème n'est pas là. Le problème est de savoir, si on regarde les institutions aujourd'hui, tout à l'heure je vous ai parlé qu'il n'y a pas de censure entre le gouvernement et le Parlement. Donc si on veut un pays donc, qui continue dans cette situation où il n'y a pas de contrôle de l'exécutif par le Parlement et vice-versa, si on n'a pas ça, si c'est ça que les Congolais veulent, alors on garde le statu quo. Mais si on veut un Congo moderne, on veut un Congo qui s'engage résolument dans la voie du développement, dans la voie de la démocratie, le texte actuel, le texte de la Constitution actuelle, n'est plus adapté. C'est aux Congolais de voir, et notamment au président de la République, de poser la question au peuple. De poser la question au peuple pour savoir, bon, est-ce que vous voulez qu'on reste dans cette situation que nous avons créée en 2002 parce qu'on sortait d'une situation urgente, une situation de guerre. Il a fallu donc calmer les uns les autres, donc donner cette situation.
ou bien est-ce que vous voulez faire évoluer cette situation et avoir un Congo, un État normal, un État géré démocratiquement, un État avec les structures qui permettent une alternance politique mieux organisée, mieux structurée. Eh bien, si le président pose cette question au peuple, je pense que le peuple ne manquera pas de lui donner la réponse qu'il mérite. Si je comprends bien, professeur Ramenot, vous êtes plus ouvert faire la consultation du peuple, c'est-à-dire un référendum, que les choses se passent d'une manière imposée. Ben, la constitution de 2002 a été votée par le peuple. Il y a eu un référendum. Et pourquoi, si jamais les autorités souhaitent reconsulter le peuple, pourquoi ça serait un obstacle? Il faut le faire. Il faut que le peuple parle. Il n'y a que le peuple qui est souverain dans cette histoire. Oui. Ni le président de la République seul ne peut modifier la Constitution, ni le Parlement seul ne peut le faire, puisque les deux ont reçu le mandat du peuple. Donc c'est le peuple qui est souverain. Il faut une consultation du peuple. Pour une partie de l'opposition, professeur Okamba, je m'adresse à l'intellectuel, c'est que l'obstacle aujourd'hui c'est le président lui-même. C'est-à-dire qu'on craint que si cette constitution est modifiée ou changée, c'est la porte ouverte au président Denis Sassou Nguesso pour un troisième mandat. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui construit le discours ou bien ça reste en fait un peu dans la bataille politicienne? Alors, vous savez, lorsqu'il y a eu la conférence nationale, avant d'aller à la conférence nationale, le président Denis Sassou Nguesso avait surpris plus d'un, puisque sa majorité et même son parti étaient contre la conférence nationale. Il ne fallait pas y aller. Et lui, en ce moment-là, avait dit que si c'est la volonté du peuple, alors il faut aller à la conférence. Même si moi, je perds mon pouvoir, mais je l'aurais perdu par rapport au peuple qui me l'a donné, pas par rapport à un individu. Ça a été le cas. Bon, ça a été le cas, il a perdu. Oui. Bon, il a perdu et il faut le rendre hommage parce qu'il a joué le jeu. Alors pourquoi il ne jouerait pas ce jeu aujourd'hui? Pourquoi on nous prêterait donc l'intention de vouloir donc rester président de la République? Bon, si maintenant il estime que les institutions ont fonctionné, actuelles ont fonctionné pendant un moment, et que nous arrivons à une situation où ces institutions méritent d'être nettoyées, d'être améliorées, et s'il est prêt donc à consulter le peuple pour amender, pour améliorer ce document, ou carrément en faire un nouveau, c'est le peuple qui est souverain. Ce n'est ni l'opposition, ce n'est ni la majorité, c'est le peuple. Le seul interlocuteur, c'est le peuple dans cette situation. Parce que la majorité se déchire sur le sujet. L'opposition, que l'on croit unie, il n'y a pas grand-chose. Mais le peuple. Oui. Professeur René Okamba, on va terminer cet entretien. Il y a un mot que je n'ai pas entendu dans votre bouche, c'est dialogue. C'est à dessein? Le dialogue. Alors le dialogue pour qui? Entre qui et qui? Entre l'opposition et la majorité ou oui. entre la majorité elle-même ou entre l'opposition elle-même également? Dans ce bouillonnement politico-congolais, on est dans des terminologies en fait aujourd'hui qui soit font braquer les uns ou permettent aux autres de s'exprimer. Le terme dialogue par exemple, ça vous inspire quoi vous? Le dialogue c'est une bonne chose, encore faut-il, parce que dialoguer ça veut dire il y a deux. Oui. Bon, encore faut-il savoir sur quoi on va dialoguer. Quel est l'objet du dialogue? Si l'objet est la Constitution, ceux qui sont braqués sur le changement de la Constitution ne vont pas changer leur position. Ceux qui sont braqués sur le statu quo, donc on ne bouge rien, ne vont pas changer non plus leur position. Donc vous pouvez dialoguer, ça sera un dialogue de sourds. Le seul dialogue, c'est le peuple. Quand le peuple aura dit, c'est ça, eh bien tout le monde s'inclinera devant le peuple. Donc le dernier mot, c'est le peuple. Aujourd'hui, on peut dialoguer, on peut échanger, on peut même refaire une conférence nationale. Mais on sait très bien que le dernier mot, c'est le peuple. Donc, ce que l'on peut suggérer aux autorités, c'est une chose très simple, c'est que les autorités, les uns et les autres, comprennent que le Congo ne peut pas rentrer dans une situation de blocage.
Si on a une situation de blocage, c'est très dangereux. Et ça, on ne peut pas l'accepter au Congo. Situation de blocage, c'est pas bon. Donc, pour qu'il n'y ait pas de blocage, eh ben, il faut trouver rapidement le moyen, la possibilité de consulter le peuple. Parce que c'est le peuple seul qui est souverain. Alors vous allez me dire, oui, mais on va manipuler l'expression du peuple parce que il y a l'adage de Bongo qui dit, oui, ben moi, Bongo, quand j'organise l'élection, c'est pour le gagner, je ne peux pas les perdre. Oui, mais aujourd'hui, les choses ont changé, puisque vous avez des observateurs internationaux qui seront là, vous avez... mais ça n'a pas empêché, ils sont toujours présents, ça n'a pas empêché l'opposition de contester à chaque élection, de parler de tricherie, notamment pour ceux qui gagnent en disant on a gagné souverainement, et à la fin tout le monde est frustré et ça repart. C'est son droit si l'opposition joue le jeu de la démocratie. Mais si on joue le jeu de règlement de compte, parce que ceux qui sont de l'opposition, en général, ils ont été tous ensemble dans la même majorité il y a quelques années, donc ils se connaissent. Ou même il y a quelques mois. Oui, il y a quelques mois. Donc, c'est souvent des règlements de compte. OK? Oui. Bon, si nous voulons une opposition sincère, l'opposition doit être raisonnable. Raisonnable, c'est-à-dire que chercher ici une issue à un blocage qui risque de coûter cher au pays. Et nous ne voulons pas ça. Alors, difficile de terminer avec vous, professeur Okamba. Je voulais aussi avoir votre avis un peu sur la place de la diaspora. Quelle peut être dans cette mini-crise un peu mélodramatique du Congo aujourd'hui, où on s'en commande, pour certains on descend. Quel peut être le rôle ou la place de la diaspora en fait aujourd'hui dans ce que le Congo vit? Alors la diaspora est un peu le reflet de ce qui se passe au pays, malheureusement. Donc c'est bien ça, la diaspora du pays en fait. Oui, parce que cette diaspora qui est avant tout née d'une immigration, non pas de travailleurs immigrés, mais d'intellectuels. Ok, donc les Congolais qui venaient ici venaient pour étudier, dans le but de repartir. Bon, à partir des années 85, ce que nous avons expliqué tout à l'heure, les plans d'ajustement structurel ont fait que, eh bien, la plupart des Congolais qui sont venus étudier sont restés là où ils étaient. Bon, il y en a qui ont essayé de trouver des voies et moyens pour s'occuper. Mais cette diaspora, nous voyons bien qu'elle cherche aussi sa place. Qu'elle cherche sa place dans la vie du pays. Qu'elle cherche sa place. C'est vrai que les autorités ont fini par comprendre. Bon, il y a un conseiller, je crois, qui est chargé de la diaspora. Bon, peut-être que ce poste va évoluer, peut-être vers un ministère, certainement. Peut-être aussi que le Congo aura des députés de la diaspora, parce que la diaspora doit participer à l'effort national, doit participer, vous avez prononcé le mot, au dialogue national. La diaspora ne peut pas être absente. Donc, si la diaspora est le simple reflet de ce qui se passe au pays, c'est-à-dire l'antagonisme absolu entre les pour et les contre la Constitution, ou l'antagonisme entre le Nord et le Sud, eh bien, on n'a pas joué le rôle d'intellectuel, c'est-à-dire l'intellectuel qui est au-dessus, qui s'élève donc au-dessus des antagonismes pour créer la complémentarité entre les forces qui s'opposent. Et c'est de cette complémentarité que le pays a besoin, même entre l'opposition et la majorité, et au niveau de la diaspora, c'est que cette complémentarité fera que la diaspora apportera quelque chose de plus organisé, de mieux organisé, parce que la raison, l'intellect aurait travaillé, aurait géré toute cette tension pour faire de cette tension finalement un produit, quelque chose qui va aider le pays comme une énergie nouvelle. Une énergie nouvelle, souvent, elle est puisée auprès des intellectuels. Je vous poserai la question, professeur Okamba, où sont les intellectuels congolais aujourd'hui dans ce débat qu'on a laissé qu'aux politiciens, notamment dans les deux extrêmes? Eh bien, c'est là justement la question, parce que l'intellectuel ne joue plus son rôle donc de pédagogue,
de neutralité, de celui qui lie la situation avec un logiciel neutre pour donner aux uns et aux autres les mêmes éléments d'appréciation, objectivement travailler, de façon à ce que chacun puisse donc se positionner, chacun puisse donc s'orienter à partir donc des bases d'information, donc mieux travailler. L'intellectuel d'aujourd'hui vit aux dépens de celui qui l'écoute. Malheureusement, il ne veut plus par rapport à la raison. Donc, la plupart de nos intellectuels, ils sont tenus en laisse quasiment par le politique. Pourquoi? Parce que si vous osez lever le doigt, dire que bon, ceci n'est pas bien fait au pays, eh bien, vous êtes marqué. Vous êtes marqué, donc vous êtes puni, vous ne participez plus à ça, vous êtes banni de telle ou telle institution, etc., etc. L'intellectuel, son travail, c'est d'informer. Son travail, c'est d'être neutre, c'est d'apporter une lumière là où l'obscurité essaie d'occuper le terrain. L'intellectuel, c'est celui qui éclaire, c'est celui donc qui apporte un éclairage sur ce que, on pourrait dire, les passions. Là où les passions dominent, l'intellectuel amène une réflexion qui apaise. Et c'est ça ce rôle que nous attendons de notre intelligentsia, qui malheureusement aujourd'hui se situe donc dans des camps diamétralement opposés et oublie son véritable rôle, donc celui de régulateur. C'est ce rôle, le professeur Okaba, que vous avez joué pour nous ce soir, en tant qu'éclaireur, en tant que régulateur, en tant que maître, dans le magistère tel qu'on le dit en latin normalement, pour ceux qui nous ont écoutés. Merci, professeur Okama. Merci, monsieur Sir Makosso, et merci donc à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Et c'est vraiment avec joie que j'ai partagé avec vous ce petit moment d'échange. Et nous espérons que nos autorités, que nos hommes politiques, que nos intellectuels écouteront ces messages et que ce que nous attendons d'eux pour le Congo, ce n'est ni des guerres, ni des tensions inutiles, mais un Congo riche et prospère, où tous les fils sont unis, où tous les fils partagent le même pain, le même vin, le même sel finalement. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons terminer cet entretien. Merci à Noko Kumungakoso pour les images. Merci aux hommes et aux femmes qui contribuent à cette aventure de Ziana TV. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.